quel cours de culture numérique? Qu'est-ce que ça veut dire culture numérique? Alors c'est un terme intéressant parce qu'en fait tout le monde sait ce que c'est. C'est un terme qui ne pose pas de problème. Personne n'a jamais demandé qu'est-ce que c'était la culture numérique. Et en même temps c'est un terme qui n'est pas défini, il n'est pas dans le dictionnaire, il n'est pas dans Wikipédia. Il est utilisé dans quelques titres de livres, notamment celui de Olivier Ledeuf, mais globalement il apparaît plus dans des textes de pédagogie, c'est-à-dire dire il va falloir qu'on forme les lycéens à la culture numérique. Alors qu'en réalité, ces lycéens, ils ont déjà une culture numérique, une culture au sens anthropologique, c'est-à-dire une culture qui appartient à leur mode d'existence, à leur savoir-faire, à la manière dont ils interagissent et dont ils font de la sociabilité entre eux, dont vous faites de la sociabilité entre vous. Tout ça, c'est la culture au sens anthropologique, et vous allez voir au cours de l'exposé d'aujourd'hui que vous connaissez en fait tout ce dont je vais vous parler, c'est juste que c'est un peu remis en perspective. Deuxième chose, c'est la culture numérique est souvent confondue avec la culture informationnelle. Il y a des éléments de la culture informationnelle. La culture informationnelle, c'est en fait savoir comment est-ce qu'on peut retrouver une information pertinente par rapport à ses besoins et comment on peut évaluer cette information. Rien ne nous dit d'avance que l'information qu'on va retrouver via un moteur de recherche ou via une banque de données, via un catalogue de bibliothèque, est celle dont on a besoin. Or, il faut bien qu'on se mette en place des critères d'évaluation. L'information, la culture, c'est un bien d'expérience, comme on dit, c'est-à-dire on ne connaît vraiment le contenu d'un système informationnel et culturel une fois qu'on l'a consommé. Ce qui est quand même un peu ennuyeux parce que ça prend beaucoup de temps. Donc ça, c'est l'aspect culture informationnelle. Et enfin, il y a un problème de culture lettrée. La culture lettrée, c'est-à-dire la manière dont on va réfléchir à cette culture numérique, soit réfléchir en termes scientifiques, des chercheurs, des sociologues, des intellectuels, des journalistes, etc., qui écrivent des choses sur cette culture numérique, soit l'usage du numérique pour des créateurs. Comment des créateurs ne créent plus de la même manière depuis qu'il y a le numérique, ils peuvent l'utiliser, à la fois le numérique comme outil de production et le numérique comme outil de distribution. Donc voilà un peu le panorama, on va essayer de toucher à ces trois points, cette approche anthropologique, qu'est-ce qu'on sait faire, mais comment on peut penser ce qu'on sait faire, cette approche informationnelle, comment on va retrouver, organiser, structurer et évaluer l'information, et enfin cette approche de culture lettrée. Il y a un problème avec la culture numérique, mais qui est un problème peut-être avec toutes les formes de culture, ce qu'on appelle la propédeutique. Dans le temps, après son baccalauréat, on faisait une propédeutique, c'est-à-dire on ne rentrait pas directement à la fac, mais on se donnait une année pour apprendre les choses qui allaient nous être nécessaires pour rentrer à la fac. C'est-à-dire, c'est la première marche, effet première marche. Or, dans la culture numérique, on a un effet première marche. Il faut arriver à se sentir à l'aise avec les outils numériques qu'on va utiliser, mettre en œuvre, que ce soit un appareil photo, une caméra, un ordinateur, un réseau, etc. Il faut commencer par apprendre à se sentir à l'aise. Et donc on a un savoir-faire qui précède la connaissance, qui précède la capacité à penser ce qu'on fait, à le maîtriser, à en faire un outil pour soi-même. On a un premier savoir-faire. Voilà. Et on a un autre problème qui est l'invisibilité des circuits de la connaissance. C'est pour ça que j'ai mis des tuyaux ici. C'est que dans l'entreprise industrielle, en fait, l'organisation même, ce qu'on voit avec nos yeux, nous indique comment sont fabriqués les objets de l'entreprise industrielle. Par exemple, les fluides, ce qui est de l'eau, ce qui est de l'air comprimé, ce qui est des gaz plus dangereux, etc. Les tuyaux ont une couleur différente. Une chaîne, on voit bien, rien que par la disposition du poste de travail, quelle est la partie de montage d'un assemblage qui est faite. Or ça disparaît complètement dans la fabrique numérique, dans la fabrique de connaissances. Dans la fabrique de connaissances, c'est comme si tout était masqué à l'organisation, et donc tout était magique, y compris le fait peut-être même que l'on n'aurait pas besoin d'avoir de travailleurs de la connaissance, puisque c'est magique derrière. Vous mettez un ordinateur, vous avez des TIC, et ça va vous résoudre le problème d'avoir des gens qui font le boulot derrière. Ça ne marche pas, d'accord, mais
plein de gens y croient. Ils croient toujours qu'on va pouvoir remplacer le travail par des machines, justement parce que ce qui se fait dans la machine n'apparaît aux yeux de personne, et donc n'apparaît pas comme étant un travail. Alors, dans cette culture numérique, dans ce qui est invisible, il y a quelque chose qu'il faut essayer de mesurer, c'est qu'on a des objets. Alors, pas au sens des informaticiens, on a bien sûr des objets informatiques, donc au sens des informaticiens, mais là, je parle des objets culturels, informationnels, des choses avec lesquelles on va se servir et qui sont immatériels. C'est compliqué, des objets immatériels. Comment est-ce qu'on manipule, au sens de la main, des objets immatériels? Et je voudrais vous amener à réfléchir. Il y a un geste qui vous est naturel, c'est celui-ci. Celui-ci, c'est celui qu'on fait sur un iPad, sur une autre tablette, sur un iPhone, quand on veut agrandir les choses. C'est un geste qui est devenu tellement naturel qu'il sert dans les publicités au cinéma maintenant. Hein, vous avez des publicités de voitures où on voit une image qui s'agrandit rien que par le geste volontaire d'une main. Or, si vous réfléchissez bien, ce geste-là, tout simple, n'existe nulle part ailleurs que sur ces nouvelles machines. C'est un geste qui a 2 ans. Allez, 3. Enfin, c'est excessivement récent. Et donc, on voit bien que les objets numériques créent une forme de manipulation au sens de la main, du travail de la main. À la limite, c'est l'inverse. On dit qu'on a un pouce préhensile parce qu'il est fait pour saisir dans ce sens-là, pour ramener à soi. Et il n'est jamais fait pour écarter comme ça, sauf dans ces objets informatiques. Et pour autant, nous sommes tellement imprégnés de la capacité de cet ordinateur à nous agrandir une image, à agrandir un texte, à suivre notre geste de la main, que nous avons intégré ce geste-là comme si c'était un geste absolument naturel. Donc ça, c'est quand même un phénomène assez intéressant à mesurer quand on essaie de parler de culture numérique. D'autres gestes comme ça nous sont devenus naturels, comme celui de télécharger une vidéo. Avant, nous regardions un programme qui était défini par d'autres à la télévision. Là, nous allons télécharger des vidéos. Nous allons porter nos photos sur un serveur pour permettre aux autres personnes d'y accéder. Donc tout ça, ce sont des espèces des manipulations. Nous savons bien, c'est comme si nous prenions l'objet photographie de notre appareil photo numérique et nous le déplacions sur un serveur comme Picasa ou Flickr. Nous le pensons comme ça, comme si c'était un objet, alors que ce n'est pas un objet. L'autre élément, c'est la recherche. À partir du moment où tous nos objets culturels sont mis sur des grands serveurs, nous ne pouvons plus faire au doigt mouillé comme on faisait auparavant, regarder les livres de sa bibliothèque pour trouver le bon livre. Nous ne pouvons plus feuilleter à toute vitesse l'album photo pour se rappeler de l'événement. Nous ne pouvons plus regarder nos disques et prendre celui que nous allons écouter. D'accord ? Cette capacité spatiale qui était celle que nous avions auparavant quand on recherchait des objets physiques, elle n'existe plus quand on est à l'intérieur de la culture numérique. Donc on est obligé de passer à un autre référentiel qui est celui de la recherche par des mots. Alors certes, comme je disais tout à l'heure, dès qu'on parle de culture numérique, il y a des gens qui essayent de faire croire que c'est magique. Celui qui fait mieux croire que c'est magique, c'est Google. Vous tapez n'importe quoi et vous avez des réponses. Donc c'est magique. Et elles sont classées. Et en plus, elles vous intéressent. C'est magique. La réalité, c'est que c'est un peu plus compliqué parce que vous savez ce que vous avez obtenu et ce que vous ne savez pas, c'est ce que vous avez raté. Et donc là, on est dans une contradiction complètement nouvelle, c'est qu'on a un ensemble de documents dont on sait ce qu'on obtient, mais pas ce qu'on perd. Alors qu'avec le balayage spatial naturel, on avait un équilibre entre ce qu'on allait choisir et puis ce qu'on allait laisser sur l'étagère. Enfin, dès qu'on a des objets numériques, on veut les transformer. C'est plus fort que nous. Il n'est pas question d'avoir un objet numérique et de simplement s'en imprégner. L'acte de transformer l'objet, pourquoi ? Parce que nous avons l'outil pour transformer l'objet. Ce même ordinateur qui nous permet d'accéder à un document, à une image, une photo, une vidéo, etc., est aussi un ordinateur qui nous permet de le transformer, de le recopier, de le diffuser. Donc, dès que nous avons un objet informationnel, nous voulons le transformer.
C'est pour ça que je pense que, pour ça que j'intitule ce cours Culture numérique, c'est que pour moi, il ne s'agit pas seulement d'un outil. Et trop souvent, les gens pensent Internet comme étant un nouvel outil, que ce soit un outil pour diffuser de l'information ou pour pirater le travail des autres. Là, on a toute une série d'approches comme ça, mais qui le transforment en outil. Or, moi, je pense que le réseau et le numérique changent la manière dont on pense la création et la production de connaissances et de culture. Ça change la manière dont on le fait et la manière dont on le pense, la place sociale que prennent la création ou l'apprentissage, la transmission. Donc voilà. Alors quels sont les critères ? Je vais revenir maintenant, je vais vous faire une espèce de balayage donc qui présente le cadre général, et puis après, dans les cours suivants, on va détailler en fait chacun des thèmes, pas tous, mais un certain nombre des thèmes vont être détaillés. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre quelles sont les caractéristiques intrinsèques du document numérique qui lui permettent d'avoir tous ces changements dont je viens de parler. Le premier, c'est ce qu'on appelle la reproduction et la diffusion pour un coût marginal qui tend vers zéro. Alors le coût marginal, c'est un critère économique, c'est le coût de reproduction du énième exemplaire. Forcément, le premier exemplaire de quelque chose, le prototype, coûte très très cher. Il faut faire les études, il faut avoir des labos d'études, des expériences, il faut mettre au point. Bon, c'est long. Les premiers exemplaires sont chers aussi parce qu'il faut rentabiliser l'investissement, la chaîne, le travail, etc. Et au bout d'un certain temps, le énième exemplaire coûte plus que le coût qu'il y a pour le fabriquer. Le coût du travail plus le coût des matières premières, plus le coût de la diffusion. Donc il tend vers tout produit, tôt ou tard, à être vendu à son coût marginal. Or, avec le numérique, le coût marginal, c'est-à-dire le fait d'avoir un document et de le reproduire ou de le diffuser, lui, il tend vers zéro. Baisse du coût des mémoires. Aujourd'hui, cet ordinateur a 500 gigaoctets là, dans mon sac en permanence. C'est-à-dire le baisse du coût de la mémoire, qui est quelque chose d'absolument énorme et qui continue à s'accentuer. Baisse du coût de la transmission via les réseaux, c'est-à-dire des réseaux de plus en plus rapides et donc qui éliminent le facteur temps dans la transmission. Donc on est là vers des systèmes où le coût marginal de reproduction tend vers zéro. Si vous mettez en balance les deux choses que je vous ai dit, ça veut dire globalement que tout objet numérique va avoir une tendance naturelle à se mettre à son coût marginal, c'est-à-dire zéro. Et donc là, on a une situation qui devient sacrément complexe, c'est-à-dire comment on va organiser une économie sur cette abondance. Comment on va faire en sorte que les créateurs continuent d'être payés, parce que c'est quand même un élément essentiel, que les gens qui participent à la création sans être les créateurs eux-mêmes, c'est-à-dire les éditeurs, les producteurs, les diffuseurs, les médias, tous ces gens qui participent de la création de l'information, même s'ils ne sont pas eux-mêmes directement les auteurs, comment vont-ils être payés ? Comment est-ce qu'on va avoir cette économie de la connaissance ? Comment les profs vont continuer à être payés alors que les cours vont être disponibles en ligne, comme ceux qui sont filmés aujourd'hui pourraient être disponibles en ligne. C'est-à-dire comment on va refaire toute une économie de l'immatériel qui tienne compte de cette réalité intrinsèque au document numérique qui sera tôt ou tard vendu à son coût marginal, c'est-à-dire à zéro. Deuxième aspect du document numérique, c'est qu'à partir du moment où on est sur un réseau, il y a traçage systématique. Pour une raison technique très simple, c'est que pour qu'un serveur puisse vous envoyer un document, il faut bien qu'il connaisse votre adresse. S'il n'a pas votre adresse, il ne peut pas vous l'envoyer. Et donc, radicalement, tout ce que vous ferez sur un réseau sera tracé. Parfois même, on peut prendre le problème à l'envers et dire que cet appareil que nous avons tous dans nos poches est d'abord un espion, secondairement, il permet de téléphoner. D'accord ? Donc, ce traçage systématique, qu'est-ce qu'il change sur la nature du soi, c'est-à-dire pourquoi nous sommes dans une situation de faiblesse par rapport à celui qui nous trace. Quand vous êtes suivi dans la rue, vous avez beau avoir rien fait, au bout du compte, c'est vous qui vous sentez en difficulté. Donc comment est-ce qu'on réinverse, comment on redonne à la vie privée son caractère essentiel dans un système démocratique ? Troisième caractéristique, c'est que les objets numériques sont calculables. C'est-à-dire, entre l'objet numérique qui nous a été transmis et ce que nos sens perçoivent,
Il y a la transformation du numérique vers l'analogique. Il y a la transformation d'un fichier binaire en image que nous allons voir. Il y a la transformation d'un fichier binaire en son que nous allons entendre. Il y a la transformation d'un fichier textuel, HTML, en texte que nous allons pouvoir lire sur un écran ou écouter via un synthétiseur vocal. Donc, il y a transformation permanente. Nous n'accédons pas au document, mais à la transformation du document. Si dans cette transformation, il y a un calcul qui est vicié, et que c'est invisible, rappelez-vous, premier transparent, comment on se débrouille avec ça? Alors, qu'est-ce qui peut être vicié? Des problèmes d'informatique. Par exemple, il y a un robot qui s'est écrasé sur Mars il y a une vingtaine d'années parce qu'il y en avait un qui avait fait les calculs en kilomètres et l'autre en miles. Et dans le programme, ça ne s'était pas vu, donc boum. Donc il peut y avoir ce qu'on appelle le bug informatique. Mais il peut y avoir aussi autre chose, c'est ce qu'on appelle le verrou. On peut installer, entre le moment où vous avez un document numérique et le moment où vous pouvez le voir sur vos sens qui sont analogiques, dans ce découplage-là, il peut y avoir un verrou. On appelle ça des DRM, pour Digital Right Management, et il faut une clé pour déverrouiller. Donc il faut une autorisation. Ça veut dire que si je vais déplacer mon fichier numérique de base, par exemple le mettre sur un autre ordinateur ou le donner à un collègue ou le copier sur ma clé USB, je n'aurai pas déplacé la clé en même temps. Et si je n'ai pas déplacé la clé, eh bien, je ne pourrai plus le lire. Donc on a là quelque chose de nouveau qui est quelle fiabilité on a à penser que le document que nos sens absorbent est bien le document que nous avons obtenu et qu'est-ce que nous pouvons faire non pas du document que nous absorbons par nos sens en analogique, mais de son support numérique pour l'échanger, le prêter, le partager, le réutiliser, perdre son ordinateur et le retrouver quand même, et ainsi de suite. Parce que c'est l'autre aspect, c'est l'appropriabilité. En fait, quand on a un document numérique, on a toujours une copie locale. Et donc on peut s'approprier à soi-même ce document numérique et utiliser les règles de transformation dont j'ai parlé auparavant. On peut modifier la photo, changer la légende, sous-titrer une vidéo. Enfin, on peut faire plein de choses où on va s'approprier par son travail, par sa manipulation, par tous les changements, les transformations qu'on va faire, on va s'approprier le document. Ce document approprié, si nous le rediffusons, est-il nôtre ou est-il le document d'origine? Qu'est-ce que nous avons apporté par notre travail d'appropriation? D'aucuns disent c'est du piratage. Ce n'est pas si simple. Il y a plein d'autres formes que le piratage d'appropriation et de rediffusion. Et certaines sont légales. Par exemple, ce cours qui est filmé, il est distribué en ressources éducatives libres. Ça veut dire qu'un autre prof n'importe où peut prendre la vidéo et je l'ai autorisé en disant c'est une ressource éducative libre, à découper la vidéo, à en prendre que des morceaux, à la représenter devant ses étudiants, à se servir des transparents, enfin à faire ce qu'il veut avec. C'est-à-dire il peut se l'approprier et il en a le droit. Je lui ai donné le droit. Bon, plein d'autres éléments, on verra le domaine public, on verra les licences Creative Commons, on verra tous ces phénomènes qui permettent l'appropriation. L'autre aspect, c'est la distinction entre le flux et le stock. Dans le numérique, en fait, on n'est plus dans un monde... La première image qu'on a, c'est de la bibliothèque numérique, c'est-à-dire d'un endroit où on aurait rangé tous les fichiers. D'ailleurs, au début de l'Internet, on verra quand on fera un peu d'histoire de l'Internet, c'était comme ça, c'était des serveurs FTP où on déposait des fichiers, comme dans une bibliothèque, et après on les balayait et on pouvait en prendre certains. Donc phénomène de stock. Mais en même temps, c'est un phénomène de flux. C'est-à-dire, on a le flux permanent des nouvelles, on a la vidéo, on a le son, on a le streaming, enfin, on a toutes ces choses qui sont de l'ordre du flux. Donc, on est dans cette ambivalence permanente entre le flux et le stock. Enfin, une dernière conséquence du numérique, c'est la relation entre l'autorité et le réseau social. Auteur, autorité, c'est la même racine. Un auteur, c'est celui qui fait autorité sur quelque chose. Cet auteur est considéré vraiment, on a par exemple des droits d'auteur que depuis le début du XVIIIe siècle. Il y a seulement 300 ans, 301 ans d'ailleurs, qu'il y a une loi qui définit des droits d'auteur. Parce qu'en fait, cette autorité de l'auteur est née avec la modernité, avec le livre, avec la reproduction des livres,
Avant, il y avait des gens qui avaient une autorité, mais qui n'étaient pas donnés par leur travail d'auteur. Aujourd'hui, on est dans une autre situation radicalement nouvelle, où toute personne qui écrit diffuse et devient auteur, quel que soit le travail qu'il ait fait auparavant, quelles que soient les envies. Et donc on a un mélange entre l'autorité et l'opinion, entre le travail et le café du commerce. Donc ce nouveau mélange, il est à la fois démocratique, c'est-à-dire tout le monde peut s'exprimer, il y a liberté d'expression, et en même temps, il est, en mettant tout à égalité, on oublie toujours qu'il y a des pouvoirs derrière et ça renforce que les pouvoirs. Ce qui fait qu'aujourd'hui, avec toutes ces caractéristiques, pour reprendre la phrase de Dana Boyd est une sociologue des États-Unis qui a travaillé dès le début, c'est-à-dire dès les années 2005-2006, sur les réseaux sociaux et les pratiques des jeunes en particulier. Donc maintenant, elle est sociologue chez Microsoft. Et elle nous explique que le pouvoir a changé de ceux qui détenaient les canaux, c'est-à-dire les médias, ou avant les bibliothèques. Bibliothèques, c'est ceux qui tiennent la clé du coffre où il y a les livres. Donc, tous ces gens qui avaient en fait un pouvoir parce qu'ils tenaient le canal, vers des gens qui ont le pouvoir parce qu'ils savent capter l'attention. Et nous sommes dans une situation un peu difficile. C'est beaucoup plus facile de capter l'attention qui demande aux gens d'être laxes, regarder une série à la télévision, écroulé dans son fauteuil, que de capter l'attention de quelqu'un en lui demandant de cogiter, de travailler dans sa tête et de produire lui-même de la connaissance, de participer à ce mouvement perpétuel et général de la connaissance. Donc on a une complexité là qui s'accentue, et ceux qui savent capter et garder l'attention vont avoir le pouvoir. Alors on le montrera dans plusieurs cours, notamment le cours que je ferai sur la publicité. Remarque, ça n'est pas une faute d'avoir écrit Dana Boyd en minuscule, parce qu'elle s'est transformée en marque. Elle a décidé qu'elle n'était pas Madame Dana Boyd, mais qu'elle était la marque Dana Boyd, et donc ça s'écrit en minuscule. Là aussi, basculement de l'autorité vers la marque d'autorité, l'avatar en fait qui va nous faire exister sur le réseau. Donc voilà, donc ça c'est cadre général. Et maintenant on va essayer de regarder peut-être des remarques, des questions. Vous n'êtes pas filmé pour les questions. Bon, j'espère que ça vous intéresse. Alors on continue. Je disais que maintenant, on va passer à regarder secteur par secteur, qu'est-ce qui a changé dans, allez, grosso modo, les 10 dernières années. Et là maintenant, vous allez voir, je ne vais parler que de choses que vous connaissez par cœur. Ce qui va être impressionnant, c'est le cumul de toutes ces choses. Le premier grand changement du numérique, à mon avis, la bascule, c'est la photographie numérique. Ça change radicalement la relation que vous aviez avant avec les photos. Vu votre âge, vous avez tous utilisé des appareils photo argentiques, au moins des jetables. Et à cette époque-là, votre maman disait « Tu fais attention quand tu prends une photo, tu fais bien attention parce que ça coûte cher à développer. » Aujourd'hui, on ne fait plus attention, on multiplie les photos. On les prend en rafale, c'est automatique dans l'appareil. On en a des stocks, des milliers. On dit qu'on va les choisir ultérieurement, on ne les choisit jamais. Donc voilà, c'est un changement absolument radical qui se traduit bien évidemment par la faillite de l'entreprise modèle du XXe siècle, c'est-à-dire Kodak. Tout le monde avait un Kodak chez soi. Dans les années 50, 60, 70, on a commencé à être battu par le Polaroid. Mais bon. Autre changement des pratiques. Vous faites la fête le samedi soir et le dimanche, vous regardez sur Facebook ou le Facebook de vos copains la fête que vous avez fait le samedi soir. Attendez, ça n'existait pas ça il y a 10 ans. Il y a 10 ans, c'était bien plus compliqué. Il fallait envoyer à développer les photos, les recevoir. Ensuite, ils mettaient bien une semaine, 15 jours. Enfin, ça venait à l'idée de personne de regarder le dimanche les photos de la fête du samedi soir.
Donc, et là, c'est devenu une pratique absolument quotidienne, habituelle, etc. etc. Au premier temps de l'appareil photo numérique, on a basculé vers l'idée qu'on allait imprimer les photos. D'ailleurs, on dit toujours, je sélectionne la partie des photos que je vais vouloir imprimer. Et puis, en fait, on ne les imprime jamais. Elles restent dans la sélection. L'endroit principal où nous regardons les photos est devenu l'écran. L'endroit principal où nous montrons les photos à d'autres, c'est devenu l'écran. Et quand nous les imprimons, nous ne les imprimons plus une par une pour les glisser dans un album, mais en tout cas, ce qui marche, que les vendeurs vous proposent, c'est d'imprimer directement un livre avec vos vacances de l'été, toutes les photos regroupées dans un petit livre, d'imprimer un calendrier que vous allez afficher sur le frigidaire et ainsi de suite. Mais non plus des photos une à une. Et donc, on a là un changement, là aussi, complètement radical des pratiques culturelles, des pratiques sociales qui se font. Dernière chose, avec ces appareils photo numériques, la première chose qui a été faite, celle que vous avez tous faite, vous allez rigoler, le jour où vous avez reçu votre appareil photo numérique, rigolez, vous l'avez tous fait, d'accord? Donc ça, c'est un changement absolument radical. C'est l'autoportrait MySpace, 3/4 à droite ou à gauche selon chose, et qu'on utilise ensuite pour sa page MySpace, mettre son avatar. D'accord? Ça, c'est un changement, l'autoportrait, c'est-à-dire la construction de soi avec les outils numériques est quelque chose de radicalement nouveau. On en reparlera à d'autres occasions, mais on se construit soi-même en miroir de ces appareils numériques dont on dispose. Enfin, la photographie numérique est en train de changer quelque chose de la relation entre les amateurs et les professionnels. Les professionnels, d'ailleurs, aujourd'hui, s'en inquiètent beaucoup. Ils disent, mais comment est-ce que je vais continuer à vivre de mes photos alors qu'il y a ces milliers d'amateurs? Mais en fait, on a une autre contradiction qui est entre le témoignage et le reportage. Les amateurs peuvent témoigner. Ils étaient là au moment où il s'est passé quelque chose, ils ont pris la photo. Cette photo sert d'outil de base. Le photographe professionnel fait un reportage, c'est-à-dire il va quelque part et il saisit l'émotion. Quand on prend une photo, on voudrait non seulement prendre ce qui se passe, témoignage, mais on voudrait prendre l'émotion qui règne au moment où ça se passe. Et puis, vous êtes comme moi, hein, quand vous regardez les photos après, vous dites non, c'est pas réussi. Puis quand vous regardez les photos des professionnels, vous dites ah, il était là, il a vu. C'est la différence entre l'amateur et le professionnel existe toujours, mais elle ne se place plus au même niveau entre la capacité à vendre ou à diffuser ces photos, mais dans le travail qui aura été fait, justement cette idée que le numérique, il n'est pas magique, mais il y a un travail en permanence qui se fait et qui est celui que fait le professionnel, qui est un travail de l'œil, qui est un travail de la connaissance, qui est un travail de la production de lui-même comme artiste et comme créateur. Question bien évidemment qui reste, comment va-t-il en vivre ? C'est-à-dire quel modèle économique on va trouver qui lui permet de développer son art, c'est-à-dire de passer beaucoup de temps à penser à ce que c'est que prendre du photo, à penser le relationnel qu'il y a dans une photo, beaucoup plus qu'à appuyer sur le bouton comme nous faisons tous. Voilà. Donc un peu ces éléments-là sur la photographie. J'ai mis sur le côté trois petits points que vous allez voir dans tous les transparents. Donc on vient de voir qu'il y a un changement des pratiques. On a essayé de commencer à soulever le problème des modèles économiques, la faillite de Kodak, donc des industries qui périclitent quand d'autres commencent à naître. Et puis à chaque fois de voir quelles sont les plateformes supports. Ce qu'on s'aperçoit avec l'Internet, c'est qu'en fait, c'est pouvoir aux plateformes. Plus on peut avoir beaucoup de photographies, on verra dans les autres plateformes, plus on peut avoir beaucoup d'eux, et plus on devient un point central, un point obligé, un point qui a le pouvoir, qui capte ce pouvoir de l'attention dont parlait Dana Boyd tout à l'heure. Alors pour les photos, c'est bien évidemment Flickr et Facebook. Flickr parce que ça a été la première plateforme créée permettant vraiment aux amateurs de déposer leurs photos et de les montrer à tout le monde, et aux professionnels qui voulaient se faire connaître. Valeur de la connaissance, valeur de l'image, tout ça pour le professionnel. Et puis c'est maintenant Facebook qui a le plus grand réservoir de photographies au monde.
On est à plusieurs. Alors vous avez vu, j'ai parlé de la photographie numérique en ne parlant que de choses que vous connaissez. Ce qui est important, c'est de mettre en perspective et en faire la même chose pour la musique. Il y a 10 ans, certes, il existait les Walkman et les Discman. Mais bon, on ne voyait pas dans la rue tout le monde se balader avec des oreillettes. Aujourd'hui, c'est clair que la musique, elle est là tout le temps, partout, avec nous. Elle nous accompagne. Il n'y a jamais eu autant de musique que maintenant. D'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est qu'on n'a jamais eu autant d'industrie musicale qui se plaignait que maintenant. Donc, voilà une autre contradiction. La musique est devenue partout, elle est avant tout en mobilité. On a une disponibilité sans pareil. C'est-à-dire, avant, quand vous alliez dans un marchand de disques, même quand c'était les grandes surfaces de disques comme la Fnac ou Virgin, bon, vous aviez, il suffisait d'aimer des choses un peu particulières, il n'était jamais là. Aujourd'hui, c'est là. Vous avez forcément une plateforme qui possède, à moins vraiment d'avoir une spécialité notoire, vous avez une plateforme qui est capable de vous distribuer dans l'instant, au moment où vous en avez besoin, le type de musique, le morceau de musique que vous voulez écouter. Ça se traduit par le passage de l'album au morceau, c'est-à-dire un retour à ce qu'on a connu dans les années 50 et début des années 60, le 45 tours, hein, donc qui était le morceau tube qui servait en fait à focaliser à un moment donné toute l'attention d'un groupe de jeunes, etc. Bon, aujourd'hui, ce qui était vrai pour les tubes, pour le top 50 dans les années 50 et 60, est devenu général pour toute musique, même si vous aimez une musique marginale, finalement, vous achèterez un ou deux morceaux, ou vous n'écouterez qu'un ou deux morceaux, et de préférence en shuffle, c'est-à-dire vous écoutez votre panoplie musicale morceau par morceau et non pas disque par disque, dans le plus grand mélange, comme à la radio. Et donc il y a fusion entre votre activité personnelle d'écoute de votre propre musique et l'activité professionnelle des radios, des médias planeurs, de ceux qui organisaient le flux musical autour de vous. Donc pour les musiciens, autre élément, on passe du produit au service. C'est-à-dire on passe d'un revenu qui était lié à la vente de produits, des disques, à un revenu qui est lié au service qu'on peut rendre, le concert, la prestation télévisuelle, la prestation radio, ce qu'on appelle la licence légale, qui fait qu'à chaque fois qu'une musique passe en radio, il y a un reversement qui est fait aux auteurs et aux interprètes, et peut-être bientôt un reversement pour tout ce qui sera écouté sur Internet, quelle que soit la manière d'être écouté. Donc, passage du produit au service, ce n'est plus la vente du produit, mais c'est la capacité à capter l'attention, donc à être capable de rendre un service à suffisamment de gens pour que ça rapporte de quoi vivre et de quoi continuer. L'autre élément, c'est le remix. Là aussi, ça existait très peu auparavant. C'était difficile de faire du remix. Il y a seulement 10-20 ans, ça se faisait en coupant les bandes, en collant les bandes magnétiques. Enfin, c'était à part dans les grands studios. Aujourd'hui, toute personne qui écoute de la musique a sur leur même ordinateur qui lui permet d'écouter de la musique un outil pour la remixer, pour sélectionner, séquencer et remixer. D'où la multiplication de l'autoproduction. Là aussi, cette frontière amateur-professionnelle qui existait déjà dans la musique vivante, hein, les gens jouaient, et ça ne les empêchait pas d'être amateurs ou professionnels, qui existe maintenant dans la musique diffusée, dans la musique enregistrée. Hein. Donc pratique, on voit bien qu'il y a un changement radical de la relation à la musique depuis qu'elle est numérique, y compris au son. On n'a jamais accepté autant d'avoir un son aussi pourri. Hein. Donc, ce qui est quand même quelque chose d'assez important. Quand en 1984, Bruce Springsteen sort son album Nebraska, qu'il a enregistré tout seul chez lui dans sa cave, tous les critiques disent « mais c'est pas possible d'avoir un si beau disque avec un son aussi pourri », avec du souffle, avec tout ce qu'on ne faisait plus dans les studios de l'époque. Mais bon, peut-être que s'il était allé en studio, il n'aurait pas réussi à faire le type de musique qu'il a fait à ce moment-là.
Aujourd'hui, on accepte un son pourri pour tout. Donc, de toute façon, avec nos petites oreillettes, ça ne change rien. Les modèles économiques, vous n'êtes pas sans avoir entendu jour après jour les gens de l'industrie de la musique se plaindre. C'est une industrie pourtant récente, elle, c'est pas comme Kodak qui a plus d'un siècle d'existence. C'est une industrie qui est née dans les années 60 et qui est devenue avec énormément de pouvoir, qui a été capable, y compris il y a 30 ans, moins 4 jours, le 1er octobre 82, était lancée sur le marché la première platine CD par Sony. Et à partir de ce moment-là, ça a engagé un processus qui consistait à revendre ce qui existait déjà une deuxième fois à gens qui l'avaient acheté une première fois sous forme de vinyle et qui allaient racheter une deuxième fois sous forme de CD. Pas mal comme plan économique. Donc une industrie qui est capable de faire ça, puis qui aujourd'hui est confrontée à cette difficulté dont j'ai parlé au début, de la reproduction à coût marginal nul, on est là dans un changement de modèle d'affaires qui va être absolument nécessaire. Nécessaire, pas tant pour l'industrie, Kodak est bien mort, que pour les musiciens, que pour les artistes, que pour les chanteurs, et que pour les gens qui font du travail derrière, les producteurs, etc. Bon, les plateformes à deux types, plateforme de dépôt, iTunes, et plateforme de diffusion, Deezer ou Spotify. Donc là aussi, question de pouvoir, qui est le plus capable de savoir ce qui est écouté sur Internet aujourd'hui? Est-ce que c'est la SACEM ou est-ce que c'est iTunes ou Deezer ou Spotify? Donc on est dans là aussi un nouveau basculement de pouvoir des plateformes, prise de pouvoir des plateformes. Chose que l'on retrouve avec la vidéo. Là aussi, on a une première démocratisation qui est l'accès aux appareils de prise de vue. Aujourd'hui, la caméra numérique existe dans de très nombreux foyers. Là où j'ai peu de films de mon enfance ou de ma jeunesse, aujourd'hui, tout le monde en a partout. Il n'y a pas un bébé dont on n'ait pas le premier sourire, les premiers mots, les premiers pas, etc. etc. Donc on a là un changement par démocratisation, par la baisse de l'accès aux appareils et par la capacité de retraitement. Tous les ordinateurs qui sont disponibles, tous ceux que vous pouvez avoir, ont des outils de montage de vidéo. Et puis maintenant, on a des plateformes de diffusion, c'est-à-dire on peut diffuser à d'autres, plus ou moins publiquement, les vidéos que l'on a pu prendre. Et donc le dimanche matin, on regarde non seulement les photos du samedi soir, mais aussi les films tournés le samedi soir. Ce qu'on appelle User-Generated Content, et on verra que c'est un phénomène très important de basculement, c'est-à-dire l'utilisateur est celui qui crée le produit qui va faire le succès de la plateforme qui le distribue. C'est l'utilisateur qui est en même temps le producteur, pas tant pour lui que pour les autres. Alors ça, il y a d'autres éléments, c'est que dans un premier temps, sur YouTube, on avait effectivement beaucoup de vidéos produites par les gens eux-mêmes, des gens qui se filmaient, des jeunes qui se filmaient devant leur glace en train de faire du playback ou des choses comme ça. Aujourd'hui, on a de plus en plus des gens qui prennent des séquences de flux vidéo qu'ils ont auparavant. La main de Dieu de Maradona, sous toutes les coutures, etc., diffusée uniquement comme séquence, on n'a plus à regarder le match entier. Donc tous ces éléments-là sont des éléments où il y a un problème entre savoir comment l'appropriabilité dont je parlais bien, comment on s'approprie une vidéo en la découpant et en la revalorisant, c'est-à-dire en la rediffusant en partage. Est-ce que c'est du vol ou est-ce que c'est de l'accompagnement? Et je ne réponds pas. Il y a un mélange des deux, il y a des pratiques qui sont nécessaires à évaluer. La condamnation globale, par contre, elle ne servirait à rien. L'autre aspect, c'est depuis qu'il y a cet usage du numérique, donc cette facilité du montage et de filmer, on voit se développer le documentaire, c'est-à-dire les choses en prise avec le monde réel, quelqu'un qui fait un reportage et qui le monte comme du documentaire. Donc les pratiques, on voit qu'elles changent par rapport à la vidéo.
la vidéo est devenue aujourd'hui la chose la plus utilisée sur Internet. Hein, donc, bon, tous les matins, vous savez bien, vous commencez par vous regarder une petite vidéo avant de faire autre chose. Hein. Ne me racontez pas de baratin, 70% des jeunes commencent par allumer leur ordinateur avant de se lever. En termes de modèle économique, là aussi on voit bien que ce qui était le modèle descendant, celui des médias, celui du pouvoir de détenir le canal, est en train de basculer complètement vers les plateformes, justement, c'est-à-dire vers ceux qui sont capables de distribuer à la demande YouTube, Dailymotion, Vimeo. Ce n'est pas sans effet sur la télévision. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle la convergence, ou le triple play, quand ça devient technique, c'est-à-dire le fait que tout fournisseur d'accès Internet vous donne en même temps une box pour accéder à la télévision. La télévision et Internet utilisent le même tuyau, même canal. Pas tout à fait de l'Internet, c'est un peu plus compliqué ce qu'on appelle un service géré, mais ça reste quand même le même tuyau. Un des effets de ça, c'est ce qu'en télévision on appelle la délinéarisation. En fait, la télévision, c'est quelque chose de structurant. Le flux est décidé par en haut et quand il a réussi à capter suffisamment l'attention, il crée un phénomène de cérémonie. Ce qu'en France, on appelle la messe du 20h. C'est le fait que quel que soit le journal que vous regardez, de toute façon, à 20h, tout le monde est devant sa télévision à regarder le journal. Donc, aujourd'hui, ce phénomène-là est en train de disparaître. On n'est plus obligé de regarder l'émission à l'heure où elle passe sur la télévision, mais elle va être ensuite déposée dans ce qu'on appelle la catch-up TV, c'est-à-dire le télé plus 7 jours, toutes ces choses-là. Elle va être déposée à côté, vous allez pouvoir vous la regarder à votre rythme, à votre volonté, soit directement sur les sites de la télévision, soit via les box de la convergence triple play, soit même sur Internet. Les sites des médias audiovisuels sont parmi les sites les plus fréquentés sur Internet. Alors ça produit des changements culturels, comme cette culture de la série télé. Il ne pourrait pas y avoir une telle fan club, une telle culture de la série télé, si tout le monde était obligé de regarder sa série préférée à l'heure dite, le jour dit, au moment dit, là en même temps que tout le monde, et en parler le lendemain matin dans la cour d'école. Ça ne marcherait plus, ça. Donc c'est bien, il peut y avoir une telle culture de la série télé que parce que les gens en entendent parler et peuvent réaccéder à cette information, avec toute une panoplie pour y réaccéder, depuis le streaming pirate jusqu'à le DVD qu'on va pouvoir aller acheter, qui réunit toute une saison de séries télé. Ce phénomène va s'accentuer avec ce qu'on appelle la télé connectée. La télé connectée, c'est l'idée que ce qui apparaîtra sur votre télé ne sera pas uniquement du flux, ne sera pas décidé par quelqu'un à l'extérieur, mais pourra être choisi parmi ce qui est disponible sur les plateformes en question dont je vous parlais tout à l'heure. D'où la nécessité pour ces plateformes d'augmenter en qualité. Aujourd'hui, toutes les trois plateformes, la Dailymotion, YouTube, Vimeo, augmentent la qualité de leurs vidéos pour s'apprêter à être diffusées sur les écrans de télévision. Donc, derrière, il y aura la social TV. La télévision sociale, c'est l'idée que ce choix parmi ce qui est disponible sur la plateforme ne sera pas fait par un programmateur, mais par vos amis. C'est-à-dire, vous serez la moyenne des gens de votre entourage qui vous fera une proposition à partir de ce qu'ils ont aimé. Grosso modo, aujourd'hui, Facebook, quand vous regardez toute la liste des vidéos qui s'affichent sur votre mur. Mais on va tourner en rond. On va tourner en rond. C'est en termes de communication, d'échange, d'ouverture. Les amis, c'est bien, mais de temps en temps, il faut aller voir ailleurs. C'est un phénomène bien connu, ça peut être emprisonnant, les amis. Alors, pratique de la télévision, donc, qui est en train de changer, qui va avoir des conséquences économiques énormes, c'est quand il y a délinéarisation, comme il y a à l'heure actuelle, comment on vend de la pub. Surtout quand, de surcroît, les appareils nous permettent de sauter la pub, de jouer l'élasticité dans le temps, de revoir le but quand il vient d'être parqué, juste avec son magnétophone numérique, etc. Donc on est dans une situation où il va y avoir un problème économique pour les médias.
quand ils vont réutiliser les choses sur les plateformes, alors aujourd'hui ils trouvent des solutions. YouTube est en négociation avec les grands networks américains pour faire que quand une série est vue sur YouTube, l'argent rentre quand même sur le network qui l'a produit. Mais tout ça, ça va être une grande négociation économique. Et le danger de cette négociation économique, quand on parle de la vidéo et des médias, c'est qu'on a affaire à du lourd, à du très lourd. C'est que tout ce qu'on aura demandé au début, ce que je vous ai mis dans le transparent précédent sur User-Generated Content, tout ce qu'on aura demandé aux gens de produire pour fabriquer l'intérêt de la plateforme, risque de leur être complètement soufflé et pour devenir juste une plateforme de rediffusion des vidéos émanant des grands médias. Même au niveau des plateformes, outre les plateformes vidéo dont j'ai parlé tout à l'heure, la télévision ou la vidéo, ça demande beaucoup de bandes passantes. Alors, le problème de la bande passante, c'est que plus le serveur est lointain, plus il y a de tuyaux. Et plus le tuyau est long, plus il va falloir du temps, de la latence, pour que le flux vidéo arrive sur votre ordinateur. D'où la nécessité de construire en parallèle à l'Internet ce qu'on appelle un Content Delivery Network, c'est-à-dire un réseau d'ordinateurs qui font que les documents les plus demandés vont être rapprochés de l'utilisateur, vont être mis au plus près de l'utilisateur. Ça a un effet pervers, c'est que les documents les moins demandés, eux, vont être plus loin et donc moins accessibles, moins beaux. On va avoir de la perte en ligne, on va avoir le contenu lui-même sera moins bien puisqu'il ne sera pas présenté parmi les documents les plus demandés. Le livre, là aussi, dans les 10 dernières années, changement radical. Avant, pour avoir un livre, vous alliez dans une librairie qui avait un choix, certes, mais un choix surtout limité par la production éditoriale actuelle. Vous n'aviez pas accès à toute la panoplie. Vous n'avez pas accès aux livres qui, de toute façon, sont vendus à 500 exemplaires. Aujourd'hui, tous ces livres sont accessibles. Il y a en France on doit être à 250 000 ou 300 000 titres différents qui sont dits des livres disponibles, des livres en vente. Et en fait, avec les systèmes d'enregistrement qu'on a à l'heure actuelle, avec le passage au numérique, on peut même penser bientôt que dès qu'un livre a existé une fois, il restera toujours en vente. Donc on aura une croissance permanente. Donc ça, c'est là aussi un changement assez radical qui a bien évidemment une conséquence, c'est que l'attention devient plus dispersée. Il y a plus de livres disponibles et le temps de lecture qui est imparti à chacun, lui, est plus faible. Donc après, on se retrouve avec une espèce de contradiction qui est, on a des hyper best-sellers. Je ne parle pas de J.K. Rowling, mais je pourrais. Donc on a des hyper best-sellers et puis peut-être plus assez de temps pour lire les autres livres, ce qui forme la diversité culturelle. L'autre aspect, c'est le changement de la promotion et de la critique. En fait, nous avons toujours lu ce que nous ont conseillé nos amis. C'est une règle de base de la sociologie de la lecture. On lit d'abord ce qui nous a été conseillé par nos amis, après ce qui a été conseillé par les profs, et puis finalement ce qui est conseillé par les critiques. Sauf qu'aujourd'hui, nos amis peuvent devenir critiques, c'est-à-dire ils peuvent écrire sur leur blog, ils peuvent écrire sur leur Facebook, ils peuvent nous dire qu'ils ont lu et qu'ils ont aimé, et, y compris même s'exprimer sur les plateformes de vente des livres. Donc on a quelque chose de changé dans la manière de promouvoir le livre. Accessoirement, on a aussi changé, et quand je dis accessoirement, c'est bien évidemment ironique, on a changé les règles de publicité pour le livre qui a droit à l'accès à la télévision. Vous pensez qu'un livre qui va être vendu à 500 exemplaires, même s'il est génial, n'aura pas accès à la télévision. Et ça arrive des très bons livres. Hein. C'est la première année de parution de En attendant Godot de Samuel Beckett, qui a fini à la fois par avoir le prix Nobel et par être une des pièces de théâtre les plus connues. La première année, le livre s'est vendu à 150 exemplaires. S'il avait fallu payer un clip télévisuel, voilà. Avec le livre numérique, donc la lecture sur écran, on voit en plus se développer le phénomène d'autoproduction. Pareil, cette frontière amateur-professionnelle dont je parlais tout à l'heure qui commence à se dissoudre, avec du succès pour certains auteurs qui font de l'autoproduction, qui sont vendus par les plateformes. Amazon permet à tout le monde de mettre son livre en vente et certains obtiennent même du succès. Donc on est là aussi dans le même changement.
pratique, on voit bien qu'il y a un changement du temps passé à la lecture. Modèle économique, ah oui, mobilité dans les pratiques. Avant, nous allions en vacances avec 1, 2, 3 livres. Le livre a toujours été mobile. Il était acheté dans les kiosques de gare, un livre qu'on lit en 1h30 pendant la durée du trajet. C'est toujours lié à la mobilité, le livre. Sauf qu'aujourd'hui, ce qui est mobile, c'est la bibliothèque. Nous partons avec, sur une liseuse numérique, une bibliothèque entière. Donc là, c'est là aussi un changement de pratique pour ceux qui ont des liseuses numériques. Combien d'entre vous ont une liseuse? Ouais, pas encore beaucoup. Pas encore beaucoup, mais ça va venir. Voilà, excellent. Donc, changement des modèles économiques. Là, s'il y a un secteur qui est en danger, c'est la librairie. Très clairement, c'est le secteur qui aujourd'hui fait face au plus grand danger. Ce danger s'appelant à la fois le livre numérique, puisque j'ai aucune raison, quand j'ai envie d'un livre à minuit et que je peux l'avoir sur le réseau, d'aller à une librairie dans mon quartier. Mais c'est aussi la concurrence des plateformes. La concurrence des plateformes qui fait qu'au moment où j'entends parler d'un livre, je le commande sur une plateforme, j'allais dire sur Amazon, parce que autre effet dont on s'est aperçu, c'est ce qu'on appelle l'effet de réseau. Le premier installé sur un marché bénéficie du développement des autres. Quand un deuxième vendeur se met à vendre des livres sur Internet, ça veut dire que c'est pas bête de vendre des livres sur Internet. Donc on va aller acheter des livres. Où ça? Ah oui, c'est Amazon, le premier qui était là. Et donc on oublie le nom du deuxième qui s'est installé. C'est l'effet de concentration, dit effet de réseau en économie. Les plateformes, dans le milieu du livre, on appelle ça les AAG. Amazon, Apple, Google. Donc, qui sont aujourd'hui en passe de devenir les systèmes prioritaires de diffusion. Alors Google et Apple ne font pas encore de la vente de livres imprimés. Amazon fait les deux, imprimé et numérique. Bon. L'écrit lui-même. Au début des années 60, Marshall McLuhan, dans la galaxie Gutenberg, disait voilà, nous allons vivre la fin de l'écrit, la fin de la galaxie Gutenberg, où le modèle de l'écrit était dominant, pour passer aux médias chauds, les médias vivants. Nous allons créer un village global qui reviendrait à l'oralité. Bon, caramba, encore raté. Encore raté, il n'y a jamais eu autant d'écrits qu'il y en a actuellement. Tout le monde écrit. Sur tous nos appareils, il y a un clavier. Sur l'ordiphone, sur le téléphone mobile, sur l'ordinateur. Salut les jeunes. Et voilà, donc il y a là aujourd'hui un changement assez radical. Ce changement de l'écrit, c'est aussi le renouvellement de l'écrit parlé. Dans la matière même de ce qui est écrit, il y a une relation à l'écrit parlé. Les phrases sont de plus en plus longues. Le style est plus relâché. On n'a plus ce moment où le fait d'écrire nous enlevait de la conversation. Mais au contraire, on converse par écrit. Les lycéens font entre 10 et 20 SMS par heure de cours. Même les étudiants dans les amphis. Hein. Et ils écrivent à qui? Leurs collègues, etc. Mais ils écrivent aussi à leur maman, qui sait très bien qu'il est en cours, mais qui t'empêche à quelque chose d'urgent à lui dire par SMS. D'accord? Donc on est dans une situation où l'écrit est devenu partout, sous toutes ses formes. On continue à cumuler les multiples formes de l'écrit, depuis les textes traités courts, les SMS et les tweets, jusqu'aux fanfiction, c'est-à-dire aux amateurs qui prennent des personnages déjà faits, des situations déjà connues, et qui réécrivent des suites. Qui réécrivent des suites à Harry Potter, la vie sexuelle de Harry Potter, qui réécrivent des suites à Buffy, etc., et qui les diffusent autour d'eux. C'est-à-dire une démocratisation de l'accès à l'écriture de livres, qui est quand même très importante, à des gens qui n'auraient pas écrit auparavant. Hein, ce phénomène de fanfiction est très intéressant à regarder de ce point de vue-là. Voilà. C'est ce qu'on appelle l'autoritativité, c'est-à-dire par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, auteur-autorité, mais l'autorité de l'auteur était donnée par un tiers, par l'éditeur, par le libraire-éditeur, par les critiques. Aujourd'hui, je décide de moi-même d'appuyer sur le bouton « Publier »
de mon blog et c'est public. Je m'autorise de moi-même. Donc c'est le terme utilisé par Evelyne Broudou, c'est autoritativité, qui est forcément des conséquences. Parce que, un, il n'y a plus ce métier de l'éditeur qui relie, qui corrige, qui harmonise. Et puis deux, il y a l'immédiateté. Et donc le repentir devient beaucoup plus difficile. Parce qu'une fois que c'est parti sur Internet, c'est parti. Hein. Voilà. Alors donc, pratique de l'écrit, partout et toujours, contrairement à ce qu'on pouvait penser au début des années 60. Les modèles économiques liés à l'écrit, on retrouve sur les questions du livre, mais aussi sur le modèle économique des blogs. Est-ce que les gens qui écrivent des blogs méritent d'être payés pour ça? Très souvent, ça vaut un sacré travail, un travail de journaliste. Très souvent, ils nourrissent une communauté. Donc, quel va être le modèle avec lequel ce travail d'amateurs professionnels, certains, ils écrivent tellement sur leur blog qu'ils ne font que ça de la journée. Comment vont-ils trouver un modèle économique à partir de leur écriture? Les plateformes, c'est principalement les plateformes de blog.